Un big up, un big. Yeah. Salut. Lui, c'est Chris. Oui. Bienvenue parmi nous. Merci bien. Bienvenue à Destiny. Merci. C'est Chris l'artiste, c'est Chris le beatmaker, Chris le photographe, Chris le graphiste. Est-ce que c'est Chris le réalisateur? C'est Chris encore quoi? Le motion designer. Le motion designer, c'est qui on reçoit aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est Chris le vidéaste et un peu le graphiste aussi. Donc, on le reçoit sur toutes ses versions. Voilà. D'accord. Bon, Mohamed, c'est comment? Oui, ça va, oui. Mohamed Consembo, monteur à Destiny ici, cadreur, graphiste. Lui aussi, il a trop de casquettes. Il est motion designer, monteur, informaticien, électronicien. Ah oui. Et quoi encore? Maintenancier, graphiste. Ouais. Trop de casquettes ce téléphone-là. En tout cas, bienvenue parmi nous. D'accord. Aujourd'hui, podcast standard, on échange, on cause, on parle de tout et de rien, mais on parle plutôt d'audiovisuel et on parle de technique. Yeah, Ahmed, tu disais que tu avais quelques questions à poser, surtout que Chris est là aussi aujourd'hui. Effectivement. Ouais. Merci beaucoup pour la parole. Et ma question concernait l'audiovisuel. Par exemple, pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'audiovisuel, quelles sont les étapes à suivre? Dans l'audiovisuel en général, mais dans la réalisation Bon, de clips surtout dans la réalisation de clips. en particulier, parce que l'audiovisuel, je pense qu'il est assez vaste. Ouais, c'est effectivement. Donc, qu'est-ce que toi tu penses? Moi, je pense que pour un jeune qui aimerait se lancer dans la réalisation de clips plus précisément, c'est vrai que c'est un seul nom, mais c'est subdivisé en plusieurs compartiments. Ok. Tu dois d'abord avoir des notions très poussées en cadrage, en maîtrise du terrain, la maîtrise des lumières, la composition des scènes et savoir comment galvaniser même l'artiste, les troupes, savoir comment gérer ton équipe. Tu dois avoir toutes ces compétences-là. Même si tu as une équipe avec toi, il faut que toi-même tu saches gérer. Ça, c'est le terrain d'abord. Moi, je veux que peut-être on aille dans le détail. Tu reçois un projet. Ok. Genre, on t'envoie le son. C'est quoi la première compétence qui est en jeu? Dès que tu reçois le son, moi, je me dis d'abord qu'il faut essayer d'abord de comprendre même la logique de l'artiste. Sa mentalité. Parce que le résultat va dépendre de comment lui-même... Tu es réalisateur et tu dois comprendre sa mentalité. Le psychologue. Non, parce que tu dois Le psychologue. Bon, si lui vient, par exemple, c'est un rappeur, tu sens que le style là, c'est à la Stétoile, à la Pop Smoke. Bon, il y a des gars qui savent réellement ce qu'ils veulent. Même en étalonnage, il y a des gens qui connaissent les termes techniques, même s'ils ne sont pas professionnels. On se dit que non, je veux que tu ailles sur du darkness. Tu vois. Donc, il y a des gens qui viennent avec leur style. Mais si c'est un gars qui vient, moi aussi, bon, c'est une balle perdue. C'est comme là. Voilà, un gars qui vient, bon, lui, tu sais automatiquement, en fonction de son style et sa manière même de parler, tu sais que c'est un clip cube magique qu'il veut. Voilà. Il veut des images rouges, jaunes, verts, bien Bien vibrant, avec beaucoup de couleurs. Voilà. Donc, tu sais déjà sur quelle thématique partir et sur cette base-là, tu sais quel scénario lui proposer. Des habits colorés, des décors où il y a des arbres, c'est vert, dans la broussaille. Ça dépend de la chanson. Tu es sûr que ses parrains sont dans le clip. Hein? Surtout. Voilà, les parrains, tu pars, tu filmes, tu les filmes dans leur bureau. Tu leur dis de faire comme ça. Voilà, ils sont dedans. Là, ils savent plus. Oui, il dit action, il dit faire comme ça. Et puis, il salue l'artiste. Et puis, n'oubliez pas surtout l'arsenal. Pour ce type d'artistes-là, c'est le matos qui les impressionne. Les lumières sur eux, tu dis action, ils sont là. Oui, tu aimes bon, film. Tu vois, non? La vidéo à son. Film. Donc, il y a tout ça à prendre en compte et tenir compte au préalable de quel type de client on a affaire. Ma question pour toi dans ce cas, tu fais le clip pour qui? Moi j'ai plusieurs réponses par rapport à ça, mais tu fais le clip pour qui? Est-ce que tu fais le clip pour plaire à l'artiste? Ou bien tu fais le clip pour faire plaire au public? Selon toi, Mohamed, le clip doit plaire à qui? Ou bien c'est à toi le réalisateur? Bon, en tant que réalisateur, je dirais que le clip doit plaire d'abord au public. Au public? Oui. Quitte à ce que tu fasses quelque chose qui te plaise pas. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Maintenant, c'est compliqué. Souvent, il y a un dilemme qui est là. Parce qu'il y a toi, il y a l'artiste et puis il y a le public. Voilà, les trois parties. Comment faire pour que les trois parties... Bon, il faut t'enlever. Pour être rationnel, il faut toi-même t'enlever de l'équation. Mais si tu ne fais pas quelque chose qui te plaît, comment est-ce que tu peux faire quelque chose qui va même plaire à quelqu'un d'autre? Si toi, tu n'es pas satisfait du projet en réalité, comment tu le présentes? N'oublie pas qu'à l'interne, tu as des V. Tu as des V1, V2, V3. Oui, il y a des versions. Tout. Mais... au début, tu vas vouloir faire des choses qui te plaisent. Voilà. Mais il faut noter que forcément, à un moment de ta carrière, tu vas faire beaucoup de projets qui ne te plaisent pas. Le son même ne te plaît pas. Bon, ça c'est vrai. Mais tu es obligé de dire que... On a une déjà qui va décider si le son est toujours bon. Toujours bon, en tout cas. Non, quand tu vois que le gars t'a envoyé un son, ça ne te motive même pas. Au montage même, tu le biches chaque fois. Tu dis, yo. C'est chaud. Il faut prendre du Nescafé.
C'est comme Ok. ça. C'est comme Donc, ça on tu y va. vois. Ça veut dire que la première des choses, tu t'assures que le son te plaît, tu rentres dans l'esprit du son, C'est n'est-ce ça. pas? Ensuite, tu t'enlèves de l'équation. Mhm. Et c'est à qui maintenant que Maintenant, c'est l'artiste et le public. Ok. Tu dois essayer de chercher l'équilibre Entre les deux. entre les deux pour que les deux types parties. Parce qu'il y a des artistes qui sont bornés. Tant que lui, ça ne le plaît pas, là, ça ne bouge pas. Ok. Mhm. Pourtant, sa carrière dépend du public. Mhm. Mais comment lui faire comprendre ça? Si c'est un gars borné qui veut uniquement ce que lui veut, Mhm. tu lui donnes ce qu'il veut. Mhm. Mais souvent même, tu ne signes pas. Voilà. Ok. Parce que tu prends ton image à tout mon type. Ça serait un peu chaud. Tu as déjà eu à faire des clips sur lesquels tu n'as pas signé? Beaucoup. Ah, d'accord. On va... Parce que Ah, mais on va aller chercher ça après pour les gars. Vraiment. non, parce que tu échanges avec lui, mais il est borné. Mhm. Même les musiques, bon, à l'époque où j'arrangeais, Mhm. tu dis au gars, non, le refrain là n'est pas bon, comme ça, tu dégammes ici. Et non, lui, il est dans les. Mhm. Tu signes pas. Ok. Il va dire ça de bouche à oreille, mais bon, si on vient te dire c'est toi, non, c'est pas moi. Ok, donc de ce que je comprends en réalité, la chance, le clip doit plaire d'abord. Au public. Non. Pour moi, c'est À l'artiste, ouais, à l'artiste d'abord. Parce que tant que lui ne valide pas, ça ne va pas passer. C'est Si ça. l'artiste, ça lui plaît, c'est là qu'il va poster, il va faire la promotion. C'est ça. Donc en réalité, on fait d'abord le clip là, pour le le client. client, qui est l'artiste. Parce que nous, en fait, de ce que je pense, hein, notre travail techniquement s'arrête à la réalisation de l'œuvre et quand on a livré l'œuvre. On fait pas, c'est pas à nous de faire la promotion. Parfois, on peut le faire peut-être pour accompagner l'artiste. Et c'est à lui maintenant de savoir, il va défendre ce qu'il peut promouvoir. Ça veut dire que s'il estime que ce projet-là, même si moi, en tant que réalisateur, ça ne me plaît pas, si lui, il sait qu'il peut promouvoir ça, il le fait. Contrairement à ce que tu dis, moi, j'ai vu des clips, par exemple, à succès et des chansons à succès. Là où, quand l'artiste m'a envoyé la chanson, j'ai fait écouter ça à quelques-uns de mes proches. Ils ont dit le son n'est pas bon. Que connaissant l'artiste là, pourquoi est-ce qu'il envoie ce son-là? Et j'ai fait comme toi. Je suis rentré dans l'esprit de la chanson, j'ai fait le clip. Pour moi, ça n'allait pas prendre. Mais quand le clip est sorti, je vois les chiffres et puis moi-même, je suis ébahi. C'est-à-dire que lui, il comprend son public. Comme tu le dis là, il a cette chose et puis il te dit dans la vidéo, là, fais ça, fais ça, fais ça. Peut-être que toi, en tant que réalisateur, tu as cette gamme-là, tu te dis que ce plan-là n'est pas international, c'est un peu vieux jeu, c'est un peu plat. Mais bon, à la fin, comme on le dit, c'est qui? C'est l'artiste, hein, tu lui remets. Et c'est lui maintenant qui prend et puis qui en fait la promotion. C'est ça. Maintenant, toi, tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Si le clip ne te plaît pas, tu ne signes pas. Je t'avoue personnellement que moi, j'ai un problème par rapport à ça. Quand je dis le problème, là, c'est pas parce que je suis contre. Hein. Il y a des artistes qui viennent, on fait les corrections, on fait les corrections. Quand le clip ne me convient plus, je dis, ah, là où tu es en train de partir, la signature, là, je ne vais pas mettre. Mais l'artiste, là, j'ai eu plusieurs bagarres à cause de ça. Parce que la personne vient, il dit que lui, il est venu faire le clip avec moi parce qu'il veut signature là-dessus. David Amel, là, il veut ça sur le clip. C'est à cause de ça qu'il est venu et qu'il a payé ça. Donc, si tu ne signes pas, c'est comme si tu brises en fait une sorte de contrat. Et dans ce genre de cas, je ne sais pas si ce genre de cas t'est arrivé. Comment tu as géré ça? Moi, j'ai reçu ce cas, ça dépasse pas une ou deux fois. Mhm. Parce que en réalité, le client, il vient pas pour ta qualité. Bon, c'est vrai que tu réalises bien, mais il vient pour la marque. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu ça chez des stars. Voilà. Ok. Donc, c'est la marque, le branding là qu'il veut. Mhm. Pourtant, c'est compliqué aussi de coller ton étiquette À quelque à chose. certains types de projets. Mhm. Bon, imagine quelqu'un qui vient, par exemple, sur le clip de Hamzi où il y avait les nudes. Mhm. Allez, André, c'est riche là. Tu vois, non? Des clips où c'est trop sexy. Oui, c'est trop sexy. Bon, tu vois que Oui. c'est bon. Oui. En fait, quand ça sort aussi, ça va faire parler. Oui. Mais est-ce que après, les conséquences après, Sur toi, ton image et tout, Voilà. c'est un C'est peu ça. faux. Et tu me parles par exemple du clip d'Amzi, là. Je sais que jusqu'à peut-être 1 heure de la sortie, on était toujours assis, moi et puis Tidi, son producteur. On était là, on regardait les scènes. On met ça, on met pas ça. On appelle l'artiste. Il y a eu même un débat dessus. Parce que là où il y avait une certaine limite, qu'est-ce qu'on veut présenter? Il y a un public qui, s'il voyait par exemple ces scènes un peu érotiques, là, ça allait le correspondre. Mais est-ce que c'est l'image qu'on veut montrer de l'artiste? Est-ce que c'est l'image que nous, en tant que maison de réalisation, même on veut présenter? Il y a ce débat-là qui est un peu là. Et si tu t'assois et puis peut-être, je prends un autre artiste, hein, tu ne veux que lui plaire, après tu peux sortir un produit qui exprime ton image c'est ça. pour très 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 longtemps. C'est ça. Question dans ce cas, c'est quoi ta limite? C'est quoi? Quel genre? D'abord, même, il y a une limite même monétaire. Il y a ces prix-là, c'est une limite. Genre la personne ne paye pas assez. Par exemple, il veut un clip à 50 000. Il y a ces limites d'abord Oh, côté chiffre. là où non. Voilà. Mhm. Donc, dans ce cas, quand tu acceptes ce que l'artiste te propose, Mhm. tu es obligé d'aller au bout. Yeah, bien Tu sûr. ne vas pas faire ce que tu aurais fait pour un clip de 700 000. 1000 600 euros, 000. c'est ça.
tu vas faire la même chose. Oui. Donc, tu te retrouves en train de ne même pas aimer ce que tu fais. Ouais. Donc, si moi je suis prêt à t'accompagner, je préfère aller gratuitement. Mais je te dis juste, tu payes le déplacement et tout. Là, même si tu traînes sur son projet, il sait qu'il t'est redevable. Il sait que tu es en train de le soutenir. Mais une fois qu'il enlève, même si c'est 10 000 francs, il se met en tête que Il t'a il a payé. payé. Il a payé. Il hein. t'a- il y a maintenant Voilà, des sûrement, il a eu une exigences. bonne affaire, sinon il t'a payé. Mhm. Donc, après, il va vouloir que tu aies les mêmes exigences que tes clients normaux. Quoi. Ok. Donc là, Ok. il y a une frustration qui vient après. Qui vient après. Tu vas dire, non, Même- il a payé. Tout, Uh-huh. Pourquoi mais est-ce que voilà, tu- fais un petit retard. Et puis ici, là, tu n'as pas mis comme dans l'autre clip, là, l'effet reverse. Voilà, pardon, il faut bien découper. D'accord. Voilà. Non, tu as absolument raison. Oui. Moi, j'ai une question qui rejoint un peu ce que tu as dit là. Tu as dit qu'il a vu le clip de l'autre côté, là, tu n'as pas mis l'effet ici, ainsi de suite. Moi, je veux que dans ce cas, on parle tous ensemble ici d'étalonnage. La quantité de clips que nous faisons à Destiny fait qu'on voit beaucoup les clips là. Et à partir d'un certain moment, les gens reconnaissent un peu le style. Je suis sûr qu'il y a beaucoup, que même sans voir la signature, ils peuvent savoir que c'est Destiny. Il y en a qui sont venus vers moi en disant que, par exemple, qu'ils reconnaissent par exemple le cadrage, mais la chose qu'ils reconnaissent le plus, c'est l'étalonnage. Et puis, il y en a qui trouvent qu'il faut changer. Pour la petite anecdote, l'étalonnage a évolué depuis qu'on est rentré, depuis tout ce temps-là, il a évolué. Mais il y a une certaine touche, il y a une certaine, un certain style qui reste. Base qui est là. Il y a eu une fois, par exemple, là où j'ai voulu aller à Sens, à 90 degrés. Je me suis assis, j'ai fait un étalonnage vraiment différent. Dès que j'ai livré le client, il m'a appelé. C'est quoi ce clip-là? Lui, il ne comprend pas pourquoi. Est-ce que moi, j'ai fait bon clip pour l'autre là? J'ai fait bon clip pour l'autre là. Moi, je lui envoie un truc. Il me dit, j'ai dit, c'est comme j'ai dit, en fait, j'ai voulu te faire un étalonnage. Non. Que c'est étalonnage, elle a vu là. C'est ça qui fait qu'elle est revenue. Donc, il ne faut pas qu'à son tour, là, moi, je suis en train de changer. Que d'ailleurs, même, je n'ai pas mis transition que j'ai mis dans l'autre clip de celle-là. Là. La personne, elle est venue au studio. C'est assise. Prends ça, mets ça. Tu vois, quand tu mets, tu suis, mais en même temps aussi, si elle demande des choses qui sont un peu hors de ce que tu penses que serait bien pour elle, tu lui expliques. C'est là aussi là où on les éduque un peu, en disant ça sera pas bien, ça sera pas bien. Donc, ce que j'ai décidé maintenant de faire, c'est que j'ai plus ou moins changé l'étalonnage là, mais en évoluant. Ça veut dire que ce clip là, je laisse ça tomber. Ensuite, donc ça fait que si tu regardes sur 10, 15, 20 clips, sur peut-être 2 ans, tu vas voir que on a quitté d'ici et on est là. On n'est plus littéralement à la même chose. Et l'impact aussi que j'ai eu aussi, c'est par rapport à l'éclairage, bien sûr, sur le terrain. Donc, Mohamed, ma question pour toi, élément de post-production, qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce qu'un réalisateur, ça doit être celui qui, à chaque clip, a différents types d'étalonnage? Ou bien il a son style et puis il impose et puis il continue? Qu'est-ce que toi tu penses de ça par rapport à l'étalonnage? Bon, mon avis là-dessus serait de toujours garder le même style d'étalonnage pour tout. Ok. Parce que je pense que c'est ça que les gens voient. Et puis ils viennent vers toi. Maintenant, si tu veux essayer un nouveau truc, faudrait pas que ce soit avec tes clients, genre les premiers. Tu essaies peut-être avec... Les clients habituels. Voilà, les clients habituels. Peut-être tu récupères quelqu'un, tu fais un test. Ça veut dire tu fais son clip, tu fais ton look, tu mets dessus, tu vois, genre, ça part comment. S'il a aimé ou pas. Avant maintenant d'adapter ça à tes propres clients. Parce que si tes clients d'habitude, là, ils viennent pour ce que tu fais, en tant que tu changes, il va se sentir délaissé. Parce qu'il s'est dit que tu fais ça pour les autres, et puis pour lui, tu ne fais pas. Ça, c'est quoi? Mais maintenant, qu'est-ce que tu reprends à ceux qui trouvent maintenant que tu fais que le même style chaque fois? Qu'est-ce que tu reprends à eux? Qu'est-ce que tu leur dis? En temps, on pense que tu n'as que ça, tu sais rien faire d'autre. Bon, tout est une question de goût. Hein. De goût. Oui. Il y a des gens qui aiment la monotonie, comme il y a des gens aussi qui aiment les choses différentes. Qu'est-ce que toi tu penses? D'accord. Moi, je pense que l'étalonnage, pour quelqu'un qui s'est instruit un peu sur l'étalonnage et autres, c'est que ça va en fonction de l'émotion, l'émotion qu'on veut transmettre. Bon, ça, c'est sur papier. Mais en Afrique, ici, on ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà, c'est de ça. Reste là-bas. Maintenant, souvent, il y a des gens, il y a des clients testent. Ceux qui viennent souvent tu peux accepter un clip cadeau, c'est pour faire tester. Voilà, pour tester quelque chose. Tu prends, tu fais ce que tu veux. Et tu proposes. Si ça prend, tu ajoutes ça. Si ça prend pas, dis. Voilà. Donc, ça veut dire que toi, ta méthode, c'est quoi? C'est de rester dans ton style, non? On ne peut pas plaire à tout le monde. Même si, même le meilleur réalisateur au monde a des critiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont toujours dire chaque fois c'est la même chose, chaque fois c'est les jeux de lumière dedans, chaque fois c'est l'éclairage, mais c'est ce qui marche, mon ami. Et puis, malheur, si c'est lui-même, c'est un réalisateur qui parle. Il y en a où avec des changements ça t'amène où? Oui. Mais est-ce que dans ce cas, tu ne trouves pas que peut-être en temps, ça devient
un système de production de clips un peu à la machine. Est-ce que ça ne devient pas ça? Par exemple, si l'étalonnage est spécifique, par exemple, à Destiny, Mhm. c'est pas de problème. Mhm. Maintenant, si c'est un étalonnage qui est national, ça c'est un problème. Ok, là où tout le monde fait le même Parce étalonnage. que si vous remarquez même les appareils qui filment en RAW, en truc, ils ont Mhm. à peu près des étalonnages similaires. Je ne sais pas si c'est des gens qui payent des luttes, ils utilisent, mais si tu regardes par exemple des clips ivoiriens ou autres, Ils ont ça, par exemple, j'ai un peu étudié, c'est la science des couleurs. Mhm. Parce que si tu es dans un écosystème où tout le monde utilise Canon, Canon a une science des couleurs qui est différente de Sony, qui est différente de Nikon, qui est différente de la LED et qui est différente de ARRI. L'une des choses qui font que les gens aiment ARRI, parce qu'il y a cet effet cinéma-là, qui plaît, qui donne l'impression justement que tu as de gros budget. Donc si tu es dans un écosystème là où tout le monde utilise des Red One, tu vas te retrouver, tout le monde avoir la même science de couleurs, qui est la même base justement. Et ma réponse justement à ceux qui me checkent par rapport à l'étalonnage, là, moi je dis souvent, chacun a son style, chacun a sa science de couleur. Je suis sûr que toi par exemple, quand tu vois un clip de DC Factory, automatiquement tu sais. Tu vois un clip de Louis Shine, tu sais. Tu vois un clip de Sandrine, tu sais. Tu vois un clip même Extreme Image par exemple, tu sais. Et ainsi de suite. Donc ça fait que chacun a sa science de couleur. Et maintenant l'artiste qui est assis, moi je pense, en fonction du projet qu'il a, il peut décider, ok, ce projet-là, moi j'aime la couleur de Craze. Je vais chez lui, je fais ce clip. Oh, pour le prochain projet-là, moi j'aime bien la couleur de, je ne sais pas quoi, Revox par exemple, je vais chez lui. Et ça lui permet justement de faire que lui, maintenant, lui, ses projets ne soient pas, entre guillemets, plus ou moins monotones d'une certaine façon. Et je pense que c'est ça qui va permettre que l'écosystème puisse grandir. La deuxième des solutions, c'était si on était dans un système de location, là où on a de grandes maisons de production qui ont beaucoup de systèmes de production. Ça veut dire qu'ils ont un système complet de RED, ils ont un système complet de ARRI. Quand je dis système, là, c'est et les caméras, et les objectifs, et les diffuseurs, les filtres, et les lumières. Parce que vous savez qu'il y a aussi des lumières ARRI. Donc, si tu veux, par exemple, donner cette couleur à ce projet, toi, en tant que réalisateur, tu décides d'aller dans cette maison de production, tu loues le matériel, tu donnes ça à ce projet. Et ça te permet justement de pouvoir échanger. Et les pays comme le Nigeria, le Ghana, eux, ils sont arrivés à ce niveau-là. Nous, on a une chance. Comment je suis parti, je suis sorti un peu. Nous, les réalisateurs burkinabés, on a nos propres caméras. Dans les pays anglophones, là, le système est tellement fait de telle sorte que tu n'as même pas besoin d'avoir ta propre caméra pour pouvoir réaliser. Chaque projet, tu vas louer. Et puis, tu vas voir des maisons de production qui sont là. Ils ont 5, 6, 7 raids qui sont déposés avec les lumières, avec tout, les DP et tout. Tu viens, tu loues. Mais les coûts de production sont assez élevés. Quitte à chaque artiste, justement, d'utiliser l'équipement ou bien le réalisateur qui lui convient. On va revenir, puisque ici on est dans la technique, on va parler de clip vidéo. Il y a tellement de choses à dire dessus qu'on peut en parler pendant plus de 2-3 heures. L'étape dont tu as parlé au départ, dès que tu reçois le son, tu as dit que tu analyses l'artiste, tu vois dans quel écosystème il est, et c'est en fonction de ça maintenant que tu le proposes, peut-être le style et la direction que tu veux. Ensuite, l'étape qui suit après vous avoir reçu le son. Ok, donc après avoir proposé le scénario à l'artiste et que tout est validé, c'est-à-dire il a vu les tenues, les lieux, le tout, on va maintenant caler une date de tournage. Moi, je pense que là, on est parti un peu trop loin. Les lieux, les tenues, s'il y a des danseurs ou pas, c'est qui décide de ça? Encore, moi, dans mon cas, je propose le style exact que je veux. Tu proposes les lieux. Les lieux aussi, je propose. Allez, que tu fais le repérage. Voilà. Tu pars négocier les lieux, c'est toi qui y vas ou bien Oui, non, je vais personnellement. Ok. Parce que quand tu délègues souvent certains trucs, le gars part, il va dire, bon, nous, on est. Mais il parle pas. On sent que c'est pas lui-même. Ok. Pourtant, quand c'est toi-même le réalisateur, on sent que tu connais ta chose et tout, de manière. Donc, tu as plus de chances d'avoir accès au lieu. Mais toi, tu pars négocier le lieu là-haut. Moi, mais selon toi, est-ce que c'est son travail? Non. Ce sera délégué. C'est pas ton travail? Pourquoi toi tu vas. Est-ce que c'est ton travail en tant que réalisateur? Non, normalement, c'est pas mon travail. Ah, non, moi, en fait, c'est ça. Parce que quelqu'un qui commence dans le game actuellement, moi, je pense que nous, on a habitué ça, j'allais dire, aux artistes. Là où c'est les réalisateurs qui partent, qui négocient les lieux, qui cherchent le lieu, qui négocient les prix. Le gars, tu vas par exemple dans un restaurant, tu négocies. Même les danseurs, souvent, c'est toi qui. Oui, mais est-ce que c'est toi le réalisateur qui est Mais en censé temps faire ça? normal, c'est pas ton travail. Ah. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est. Mais pour quelqu'un qui commence, quel conseil tu as à lui dire par rapport à ça? Et le repérage et autres. Oui, repérage, décision du lieu, négociation des prix, regarder les tenues, discuter avec le styliste. Se faire peut-être accompagner par quelqu'un qui est spécial. Bon, quelqu'un qui aura des aptitudes. Parce que pour aller trouver quelqu'un
qui est spécialiste dans ça, franchement, je ne sais pas où trouver ça. Je pense qu'on peut pas mettre ça aussi sur la responsabilité de l'artiste. Parce que lui aussi, il ne sait pas exactement ce qui sera bien pour lui. Donc, je me dis que normalement, ça doit être délégué. Mais avec quelqu'un qui a ces aptitudes-là. Ok. Moi, je pense que normalement, celui qui fait ça, normalement, je l'appelle le producteur exécutif. Pas forcément directeur artistique. Hein. Et cette personne n'existe pas parce que nous, en Afrique, ici, ce que nous, on a fait en tant que réalisateur, nous, on a pris ce travail là dessus nous. On a habitué ça maintenant, j'allais dire, aux différents artistes. Et ça fait qu'arrivé à un moment, tu es tellement chargé par tellement de projets, il y a tellement de détails à faire que si tu as 2-3 projets en même temps, c'est chaud. Moi, je pense que j'ai plus ou moins solutionné ça récemment en trouvant quelqu'un qui le fait. À Destination, on a quelqu'un qui le fait. C'est Isaac Herblé, tu le connais. Quand on a un projet, je dresse mon scénario. Je dis tout ce dont j'ai besoin. Je fais valider par la maison de production de l'artiste ou bien l'artiste. Et puis je les balance et puis Lui, il fait le repérage. il fait le repérage. Mais maintenant, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui a la capacité de faire ça, si tu veux voir, soit il était assistant réalisateur, soit il a des connaissances en tout cas en cadrage, en réalisation, il a un background dans le milieu artistique. Et Isaac, par exemple, c'est ça. Il a été chorégraphe, il a été vidéaste, il a même le stylisme, il s'y connaît. Ça veut dire que même lui, il est dans le détail. Hein. Lui, quand par exemple le styliste même coupe les tenues, il va même voir si les coupes sont bien, il vérifie les tissus, il va dans les différents lieux. Et justement, comme toi, comme il a l'approche, il discute dans les différents coins. S'il y a des problèmes et tout, il trouve des plans A, B, D. Mais quand la décision est un peu technique et que ça peut impacter le projet, il me revient. Okay. Et je pense que on doit former ce genre de personnes-là. Et moi, je pense que c'est un domaine aussi. C'est un domaine entièrement. Et ça fait que quand, par exemple, il y a certains projets pour lesquels, moi, je te dis clairement, il y a un budget de production exécutive. Et si tu ne veux pas faire la production exécutive, il y a un autre parc là où c'est toi, en tant qu'artiste, avec ta maison de production, vous vous occupez de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça permet de pouvoir bien séparer les choses. Et j'ai remarqué que tous les projets, là où l'artiste paye pour la production exécutive, le projet est très bien. Je pense que tous les projets qui ont, par exemple, qui ont été primés, ou bien que, par exemple, qui sont sortis de Destiny, et puis les gens, voilà, il y a une très bonne production exécutive dessus. Ouais. Et je pense que c'est à nous de commencer à créer ça. Par exemple, toi, par exemple, tu es réalisateur et tout, tu as ta structure, tu veux commencer à avoir quelqu'un que tu es fort. Il te suit sur le terrain, il voit tes négociations, il voit comment tu vas, il te suit. Et après, maintenant, au bout de 3, 4, 5, 6, 5 projets, tu peux maintenant lui confier ça. Voilà. Et il a un peu ces casquettes-là et puis il peut gérer. Si, par exemple, on devait compter le nombre approximatif d'une équipe de réalisation, combien vous pouvez donner ça avec toutes les casquettes? Moi, je pense que ça au moins 20. Sur le terrain, on est au moins 15. Et en post-production, si tu veux, par exemple, prendre en compte le monteur, nettoyer et tout, tu vas peut-être ajouter 2, 3. En fait, tu as au moins une vingtaine de personnes. Si on veut vraiment faire un bon projet, et les 20 personnes, comparé à certaines contrées, c'est rien. Mais en même temps aussi... Ça, c'est que si on n'ajoute pas les maquilleuses. Les maquilleuses, les figurants et ainsi de suite, c'est très grand. Et ça se reflète sur le coût. Et malheureusement aussi, les artistes qui, beaucoup ne sont pas produits, c'est un peu chaud. Donc, ils préfèrent encore juste revenir à un réalisateur qui est peut-être seul, ou bien qui a 1, 2, 3 assistants. Ses coûts seront moindres et puis bon, voilà, il va pouvoir évoluer. Oui. Maintenant, il y a une question aussi. Il y a des réalisateurs qui arrivent à évoluer seuls. Qui sont à l'aise, qui vivent bien. Qui travaillent mieux même seuls. Oui, ils sont là. Ils sont pas dans la. Ils sont aidés par un gars qui tient quelques trucs. Là, et puis c'est tout. Et il y a d'autres aussi qui ont une équipe. Selon vous, quelle est la bonne approche? La meilleure approche, moi je pense que les deux fonctionnent. Personnellement, les deux fonctionnent. Seulement celui qui a une équipe est capable de gérer beaucoup plus de projets. Et est beaucoup plus, j'allais dire, efficient en termes de quantité et puis de qualité. Travailler seul, je suis sûr que vous l'avez vu. À un moment donné là, ça te brûle. Parce que, en même temps, tu es coincé entre tes réalités financières, tes réalités sociales et tes délais. Surtout quand tu fais du très bon boulot, les clients en arrière n'ont pas idée de la quantité de travail qu'il faut. Travailler seul, ça veut dire que tu es créatif. Parfois, tu travailles sous inspiration. Au début, je sais qu'on a ça. Là où tu viens le soir, tu allumes l'ordinateur, tu attends l'inspiration, tu cherches. Mais tu arrives à un niveau là, plein d'inspiration. L'inspiration, là, c'est la fin du mois. Quand tu vois que c'est le 25 et puis il n'y a pas 1 + 1 qui rentre là, tu peux finir 3-4 projets même ça. Donc, ça fait que quand tu es seul, à un moment donné, tu t'esquintes. Beaucoup que j'ai vu travailler seul, et à un moment donné, ils vivent le burn-out. Mal. Ils ont besoin de couper un temps, aller se recouper et tout et tout. Mais ce sont les plus créatifs parce qu'il y a un certain niveau de détail dans lequel ils vont rentrer.
Que peut-être quand on est en équipe là, on peut pas. Parce que quand on est en équipe là, c'est un peu standardisé. Mhm. Voilà, c'est un peu standardisé. Moi, je me dis que ceux qui se retrouvent généralement seuls, c'est la recherche de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, faire comme eux là. Ils ne trouvent pas. Voilà. Ils n'aiment C'est-à-dire, pas. quand ils délèguent, ils disent ça ne va pas être comme moi. Non, c'est pas moi. Pourtant, il faut avoir. En fait, on ne peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Il faut accepter que, voilà, il y a certains trucs, mais au moins, il y a un juste milieu qui est là. Ok. On va demander à Mohamed. Quel genre de réalisateur toi tu aimerais être? Le réalisateur qui travaille avec sa caméra, qui filme, qui monte, qui étalonne, Qui fait le repérage. Qui fait le repérage. Souvent, qui maquille un Je peu. regarde le truc. Il y en a qui maquillent, hein. Qui maquillent. Ou bien qu'est-ce que toi tu aimerais Tu être? vois, il enlève les pas. Ouais. Bon, moi, je préfère avoir une équipe. Ok. Parce que ça te décharge de beaucoup de choses. Mais ça te charge aussi de beaucoup de choses. Non, mais le jeton. Non, mais en vrai, J'aime partager. voilà, c'est mieux de partager. Ah, Parce que si tu es sur le terrain, c'est toi tu cadres. C'est toi tu t'occupes de gérer le monde. C'est toi tu dois faire le montage. Oui. Toi tu dois faire l'étalonnage. Oui. Mais tu es sûr que c'est bien. Parce que quand toi tu cadres là, Uh-huh. il y a un moment donné, le son fait kim, tu fais zoom. Tu sais que c'est là-bas là que tu veux zoomer parce que c'est là-bas que tu montes. Parce que Et Tu as puis le tu as le tempo, tu as le timbre. mais Mais le cash, c'est pour toi. oui. Qu'est-ce que tu penses? Je vais apprendre à mon cadre à faire la même chose. Mais quoi qu'il en soit, Mohamed, la réalité, c'est que ton cadreur ne sera jamais toi. Tu sais ça? C'est ça. C'est bien. C'est vraiment bien, c'est faux. Donc, est-ce que tu es prêt à sacrifier le fait que le cadreur ne sera jamais toi là? Et puis, parfois, tu es assis, tu regardes, tu dis que si c'était toi, tu allais faire ça, et puis c'est pas ça. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Oui, oui. Hein? Et puis, tu vas livrer 80% de ce que tu aurais voulu au client. En Fais vrai, ça à 100 clients comme ça. 5 clients. Oui. Bon, parce que ça, c'est beaucoup de projets. C'est ta chaîne. Ça va être comme ça. Je vais former mon cadre. Mhm. On va partager. Ok, ça veut dire que tu formes le cadreur, mais ce qu'on veut dire, c'est quoi? Mhm. Ton cadreur ne pourra jamais être toi. Oui. Il va arriver, je sais que tu sais ça en post-production. Quand par Oui. exemple, il y a des gens, quand tu viens, tu les formes en post-production. Mhm. Il y en a un que tu expliques en une semaine, ils prennent. Il y en a même un mois, tu sais que, hey, lui, là, il ne pourra pas. Oui, oui. Non, oui, mais quand il y a quelque chose quand c'est pas son truc. La même chose aussi se passe en cadrage, en post-production, en montage, en étalonnage même. C'est très subjectif. Moi, je ne sais pas si tu es arrivé à former quelqu'un en étalonnage. Moi, je ne suis jamais arrivé. Parce que c'est la partie qui peut venir gâcher tout. Oui. En fait, ceux qui font le dernier boulot, là, c'est eux qui doivent être très pointus. Mhm. Le dernier, celui qui doit boucler tout, là, Mhm. fermer la porte. Si lui, il a mal fait, C'est moi. tout le Moi, projet- dans la décennie, jusqu'à présent, c'est moi qui boucle. Parce que tu vas être sûr que tu repasses ici, tu repasses ici. Et surtout que tu apprends, tu maîtrises toutes les étapes du projet de manière à ce que s'il y a quelque chose, que tu puisses revenir, comme tu le Et dis. c'est là qu'on voit que c'est vrai, on enregistre tout. Hein. C'est-à-dire, tu peux enregistrer tes couleurs, tes luttes, mais c'est là que tu sais que ça ne sert pas de payer des trucs sur Internet. Là. Voilà. Mhm. Si tu n'as pas une bonne base, lui, il a fait son étalonnage par rapport à une raid. Mhm. Tu viens, tu prends une Lumix. Tu viens, Ou bien tu mets une 35 des barres 4 et puis tu te déposes dessus. tu vois les gars, ils viennent faire. Tu comprends pas. En donnant de lutter, puis tu dis, oh shit. Tu es frustré, puis tu te lèves, puis tu pars. Tu payes formation C'est de ça. jusqu'à. Ils font en fonction de leur setup. Mhm. Donc, généralement, les youtubeurs, quand tu les suis, ils disent qu'ils ont utilisé telle caméra, Ouais. ils ont filmé à telle ouverture, telle heure, même la lumière. Tu dois avoir tout pareillement, les mêmes marques de lumière. Hier, le même positionnement, Comme la ça, même intensité. voilà, la même distance, même pour avoir un étalonnage identique. Ouais. Donc, les gens oublient ça. Ils se disent que c'est un truc. Ouais, et puis on Ok, applique. et puis c'est. Puis ça, c'est surtout les monteurs de capote, là. Ah, yo, Donc, Mohamed, pour quelqu'un qui vient de commencer en 2026, toi, tu le conseilles quoi? En 2006, quelqu'un qui vient de débuter, je lui conseillerais d'utiliser DaVinci Resolve. Mhm. Parce que pour un débutant, je sais que tu n'as pas forcément les moyens Mhm. de t'acheter Adobe parce que c'est payant. Mhm. DaVinci Resolve propose une version gratuite qui fait 90% de ce que Premiere fait. CapCut aussi est gratuit. CapCut n'est pas gratuit. Comment ça? Il faut payer. ouais, Il faut payer. Il y a une version payante. Oui, mais la version gratuite, là, tu as juste droit à 2 exports. Ah, puis c'est limité. Puis c'est limité, il y a Donc, les ça veut dire que pubs. tu etc. conseilles DaVinci pour quelqu'un qui veut commencer, qui n'a pas encore les moyens. Parce qu'on suppose qu'au début, Voilà. justement, il n'a pas les moyens Il n'a pas les moyens de payer. Mais les éléments qui commencent et puis qui ne commencent pas avec DaVinci, puis ils commencent avec le meilleur problème. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont financièrement forts. Toi-même, ton premier logiciel de première fois que tu l'as dit comment?
Non, toi, tu utilises quel logiciel? Moi, Lui, il moi j'utilise DaVinci Resolve. un Genre, fond. un truc. Si je dois faire un projet personnel, en tout cas, j'utilise DaVinci. Voilà. Ma destinée ici, on utilise Premiere. Premiere Pro, oui, oui. Mais en fait, ça veut dire quoi? Les jeunes qui commencent là, qui n'ont pas l'argent pour payer Premiere Pro là, non, ça veut dire qu'ils sont automatiquement écartés. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Oui. Ok. Puisque, en fait, le montage, c'est, si tu as compris la logique, peu importe le logiciel dans lequel tu es, tu vas toujours comprendre. Bien sûr, bien sûr. Même si tu montes sur DaVinci, le fait de passer sur Premiere, c'est juste les raccourcis qui vont te mélanger. Ils vont changer Juste- là où telle option se trouve, seulement qui change. Non, non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Parce que c'est vrai que c'est une affaire d'écosystème. C'est toujours mieux de commencer par, comme tu le dis, DaVinci, surtout maintenant qu'il est très très bien fonctionnel et tout. Mais au Burkina, ici, nous, on sait que 90%, c'est quoi qu'ils utilisent. En Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, c'est le bien. premier pro. Donc, ça veut dire que l'idéal, c'est de rejoindre cet écosystème-là. Et moi, je pense que l'une des manières les plus simples, en général, tu apprends avec un mentor. Peut-être que lui, il utilise son premier pro. Et puis, bon, Dieu seul sait comment il a eu son premier pro. Hein. Peut-être qu'il a payé. Peut-être qu'il s'est débrouillé par des systèmes qui ne sont pas très clairs. Mais ça n'engage pas. Ça t'engage pas. Toi. Voilà. De toute façon, tu travailles là-bas, tu apprends. Et puis bon, voilà, quand tu décides maintenant de passer à ton compte, c'est que tu t'es un peu préparé. De la même manière, peut-être que tu as acquis tes premières caméras, tes premiers objectifs. Tu prends aussi Premiere Pro. Et puis voilà, tu sors et puis tu essaies. En te disant justement que ça fait partie des charges justement de ta structure. Donc ça veut dire que... Et bon, dans ce sens-là, moi je pense vraiment que ça make sense. Moi, je suis en train de quitter le Premiere Pro. Je suis en train de migrer tout le système à DaVinci parce que Premiere Pro, moi je pense qu'il y a une relation d'amour et puis de haine entre nous. Ce logiciel-là, de la même manière que justement il m'a aidé dans beaucoup de situations. Il y a des situations là où Premiere Pro, franchement, ça fait mal à la tête. Tu te demandes en fait, qu'est-ce qui sont derrière là, et puis chaque fois qu'ils nous font des mises à jour bizarres comme ça, là où parfois il y a tellement de bugs, il y a tellement de... Quand tu mets un plugin en fonction de la version, il y a ça qui ne marche plus. Tu fais une mise à jour, ce qui marchait à 2-3 versions là, ne marche plus. Il y a des exports qui se donnent, ça bug tellement que... Je cherche pourquoi ça n'exporte. Et puis tu ne comprends pas. Parfois, je dis ça aux éléments, et c'est quand tu lances un export sur Premiere Pro, tout est bien, et puis tu pries Dieu ajouter. On a quitté. Ça peut ne pas sortir. Alors que DaVinci, très rarement, j'ai eu ce genre de problème. C'est le meilleur logiciel d'étalonnage et de traitement de couleurs. Il y a Fusion qui est plus ou moins la version de After Effects. Donc tu as tout en un, imbriqué. Et moi, je pense que c'est une question justement de temps. C'est une question de temps. Parce que tu vois, même de nos jours, si tu remarques là, il y a eu un moment là où Canon était le dieu. De plus en plus, Canon est en train de partir un peu parce que ils sont un peu outdated, ils écoutent moins les demandes de leurs consommateurs. Et Sony, pour le même prix que tu payes une Canon, tu as une Sony qui fait beaucoup mieux, avec beaucoup plus d'options, beaucoup plus de qualité, beaucoup... Donc ça fait que les gens sont un peu en train de suivre à Sony. Donc c'est leur moment maintenant, mais tant s'ils ne font pas changer les choses, bon, ce qui est sûr, les enthousiastes et puis les créateurs, ils ne sont pas loyaux. Vous n'êtes pas loyaux. C'est là où c'est bon, là seulement que vous basculez et puis c'est... Non, mais c'est comme ça. Ça va de soi. Ok. Donc, maintenant, dans tout ça, est-ce que l'IA ne va pas nous remplacer? Jamais. Jamais. Non, moi je pense que l'IA ne peut pas nous remplacer. Bon, c'est comme on le dit, l'IA il est là pour rester, il faut apprendre à travailler avec lui. Mais moi je me dis qu'actuellement c'est quelque chose que tout le monde raconte. Mais d'un point de vue effectif, surtout en Afrique ici, je pense que ça ne se voit pas. Et puis quand ils ont commencé à parler, en réalité on ne voit pas l'effet. On ne voit pas l'effet de ça. Et puis le marché africain, burkinabé en particulier, est plus ou moins un peu éloigné du marché européen. Ça veut dire que les impacts là-bas du jour au lendemain, ça se sent à l'extérieur, mais ici, ça prend un peu plus de temps. Parce que nous ne sommes pas assez connectés, les attentes de nos clients et des gens du marché ici. Non, c'est pas assez varié. Donc, ça fait que, moi, je pense que c'est un tremplin pour nous. Nous, on profite de ça. Pour ceux qui maîtrisent l'IA maintenant, c'est un gain de temps énorme. Moi, je sais que, par exemple, pour l'écriture de mes scénarios, de manière à faire en sorte que les clients et les artistes comprennent ce que je fais là, ça a été multiplié par 10. Avant, j'imaginais quelque chose. J'essayais juste d'écrire, d'expliquer. Maintenant, je peux générer la scène finale que j'ai en tête là. Au mètre près. C'est une image. Je peux même en même temps aller chercher les tenues que je veux. Faire en sorte que l'artiste soit dans la scène et qu'il porte les tenues. Ça fait que dès que tu présentes ça à l'artiste, il voit, c'est ici on tourne, c'est cette tenue on porte, voilà ce qui va se passer. Il comprend. Et ça fait que, et là, ça facilite énormément le travail. Moi, c'est la première des choses que ça m'a aidé. Et puis bon, après aussi, je peux générer des idées
ou peut-être brainstorm, réfléchir à qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais ici. Et ça, c'est vraiment un compagnon, c'est un assistant personnel, en fait. Ça, c'est la première des choses que je remarque. Maintenant, en post-production, je pense que c'est pratiquement illimité. Mais ce que je remarque, je ne sais pas si tu l'as remarqué, j'ai l'impression que liés à la scène, ils sont un peu racistes. Dans le sens où parfois, les effets et ce que tu essaies de faire en post-production en utilisant certains prompts, j'ai l'impression que ça marche mieux avec les blancs. Je donne un exemple. Je vais par exemple dans la fidélité. Si tu veux générer une scène avec par exemple un noir, tu sens que les choses soient fidèles et puis cohérentes de son personnage jusqu'à son environnement et puis son cadre. Tu vas te rendre compte que si c'est par exemple un blanc, c'est beaucoup plus fidèle. C'est beaucoup plus naturel. C'est beaucoup plus naturel. Tu sens que c'est réaliste. Bon, moi, je me dis que ça s'explique. Parce que les données d'apprentissage de l'IA sont d'abord... C'est par des Européens, je sais que c'est à 90% le cas. Et c'est la même chose. Donc, ça fait que nous qui l'utilisons, parfois tu veux générer quelque chose de spécifique au pays, avoir de tout avec un détail, mais il n'y a pas eu assez de données qui ont été infusées dans l'appareil de génération pour qu'on puisse l'avoir. C'est comme quand tu dis par exemple de générer à tous les faits, ça va sortir. Mais si tu dis de générer non voilà. Ça va sortir avec des artefacts et puis ça ne sera pas aussi bien, aussi précis que ça. Donc, c'est peut-être. Mais qu'est-ce que tu penses? Bon, moi je pense que c'est à nous aussi de contribuer à cela, à faire ou à créer même carrément notre propre intelligence artificielle. Qui va vraiment. Eux, ils ont fait programmation électronique maintenant, c'est eux qui sont de la deux mondes. Donc, c'est à vous de justement voir, créer des fermes de serveurs, développer des choses. Et puis nous on va utiliser. Moi je leur dis, c'est vous qui allez développer et puis nous on va venir prendre les dégâts. Mais si vous ne suivez pas, qu'est-ce que je pense par rapport? Est-ce que l'IA va nous remplacer? Bon, de mon point de vue, je ne pense pas que l'IA va nous remplacer. Même dans 5 ans, 10 ans. En fait, l'IA ne pourra pas remplacer la créativité humaine. Mais dans ce cas, est-ce que, peut-être que le terme remplacer là c'est un peu trop, est-ce que plutôt l'IA ne va pas faire qu'on perde beaucoup de marché? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un client qui a beaucoup de petites entreprises qui venaient vers nous pour les sports, pour les photoshoots produits, et ainsi de suite, qui ne vont plus venir parce que, bon, il y a sa fille qui a su qu'il y a Meta IA, là où tu peux prendre le sac et puis prendre en photo et puis mettre quelqu'un. Je pense peut-être que vous avez remarqué, au début, il y a eu une rupture. Est-ce que, par exemple, l'affluence, par exemple, des shootings, au début, il y avait eu une petite pause. Oui, parce que les gens se sont... Mais actuellement, on ressent encore la vague qui revient. Pourquoi? Ils en ont marre, on voit toujours la même chose. On sait que c'est Gemini qu'on voit, on sait. Donc, les gens n'aiment pas quelque chose qui devient accessible à tout le monde. Ils ont vu le pour et le contre. Maintenant, le shooting, c'est revenu. Ils ont senti que ça, il faut payer, avoir une expérience. Voilà. C'est un luxe, c'est authentique. Et puis, tu es loin du uncanny valley. Le uncanny valley, moi je l'appelle, quand tu regardes la photo, tu sais que c'est la personne, mais c'est pas la personne. C'est pas si tu commences à son visage, mais c'est pas lui. Déjà, c'est la forme, c'est tout, mais il y a quelque chose qui fait que c'est pas lui. Il y a des proportions. Voilà, donc ça fait que. C'est vrai que le l'IA va combler ça, mais je pense. Moi, je me dis que c'est quelque chose qui existait depuis longtemps. Avec, par exemple, Canva, CapCut qui était là depuis. Au fait, c'est fait pour les mêmes types de clients qui n'allaient jamais venir vers vous. Ça, c'est oui. C'est eux qui vont toujours être en train de chipoter, chercher des trucs. Des détails. Sinon, le vrai client qui est concentré sur son business va toujours aller vers un professionnel. D'un domaine donné. Donc moi, je pense que pour terminer, c'est un peu dire ça. Dire à nos jeunes créateurs qui commencent aujourd'hui, c'est de vouloir être le plus professionnel possible. Il ne faut pas juste rester dans le basique. Et d'embrasser l'IA. Parce qu'ils sont contre. Il y a des gens, des professionnels du métier qui sont contre le fait d'utiliser ça même dans le métier. Dans le métier. Mais ils ne peuvent pas. Même actuellement, les logiciels là même intègrent l'IA. Ouais. Ça, c'est en train de rentrer partout. On ne peut pas. C'est ça. Donc, c'est pas professionnel en fait. C'est comme quelqu'un qui te dit que le détourage automatique, non, nous à notre époque on détourait nous-mêmes. Cliquez ça comme ça. Il faut aller faire votre scopie vidéo. Donc quand quelqu'un me dit ça, moi j'ai reçu plusieurs fois des messages comme ça. Parce que moi je développe des extensions Photoshop. Donc là tu prends par exemple ton extension d'une affiche à 1 minute. Tu cliques, tu mets des infos. Non, c'est l'IA. Attends, j'ai dit. Et puis c'est même pas de l'IA, c'est des trucs prédéfinis. Parce que ça va te donner chaque fois le même résultat à modifier. Donc quand tu viens me dire que l'IA c'est pas professionnel, moi je me dis ok, donc demain matin, lève et marche, pars au boulot. Voilà. Ça aussi c'est un algorithme qui a perdu le compte. Parce que tu aimes les anciennetés. C'est comme ça me rappelle le truc aussi. Comment on appelle ça? J'ai vu une vidéo Facebook que vous avez partagée là. Le gars qui dit que si tu dépasses 7h30. Voilà, c'est pas que 7h technique. Mais ouais, ça en va là. C'est que
Nous, les monteurs de j'ai pensé directement aux gens de l'audiovisuel. Toujours. Tu as dormi jusqu'à midi. Il m'a moi. Oui, mais Va payer. c'est ok. Man. Moi, je connais beaucoup de gens qui vendent des produits digitaux. En Ils ligne. sont chez eux comme ça. Par jour, ils peuvent faire 1 million. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Ils ne sortent même pas. Ouais. Il fait 1,5 million, il joue, l'algorithme, il booste ici, il fait des ventes ici. Il est là, c'est son travail comme ça. Ok. Par exemple, lui, là, il ne peut pas être avec lui, là. Avec ce vieux-là, comment ils vont échanger pour se comprendre? Ouais. Et le problème qui a été exposé comme ça, subtilement, c'est une mentalité de beaucoup, d'un pourcentage élevé de personnes au Burkina. Exactement. Exactement. Si tu n'as pas un entourage vraiment qui te comprend dans ce domaine-là, ou que tu n'as pas des résultats concrets, il y a deux cas. Soit on te comprend dans ta famille, soit tu envoies des résultats. Et les résultats, c'est généralement monétaire. C'est dans ces deux cas qu'on peut te comprendre. Sinon, dans ta phase évolutive, là, mon petit, tu as dit qu'on t'a lancé des sorts. Hein. C'était autant. C'est C'était autant. c'est comme un voleur. Quand les gens dorment, toi, tu es dégoûté. Tout debout. Quand les gens sont dégoûtés, Il y en a qu'on traite de vampires. je pense que beaucoup de freelance, de gens dans l'audiovisuel auront du mal même à s'intégrer dans un salariat. Ouais, non, c'est très compliqué. Non. Il y a des gens, même si tu leur proposes 2-3 millions le mois, Ils vont te dire que je préfère gagner moins et rester dans mon écosystème là où j'ai ma liberté. lève quand tu veux, tu gères tes bonbons comme tu veux, tu dis non à qui tu veux. En fait, Et puis tu n'as pas peur. Oui, Ouais. tu es là. Tu te lèves, tu fais ton propre projet Mhm. et puis tu as ton argent. Sauf quand tu es en formation. Voilà. Non, chaque chose a une étape. Chaque chose a une étape. Et puis moi, je me dis que non, il n'y a pas un plus grand privilège que d'être dans une équipe. Bien Pour te sûr. former. Bien sûr. ça va. Alors, moi, je sais que si moi, j'étais par exemple dans une équipe comme celle-là, pour me former là, ça allait me prendre moins de temps. Moins de temps pour Il y pouvoir. a des choses que moi-même j'ai appris Avec parce que ça a chauffé sur c'est moi. le choc. Le choc a créé l'expérience et la C'est connaissance. après que tu viens voir que non, ce que tu fais là, en réalité, c'était ça. Ouais. C'est tellement chaud. Tu peux voir que tu faisais déjà ça, mais tu Mhm. peux avoir ça dans des tutos. Ouais. Key light, backlight, fill light. Mhm. Ça a chauffé sur toi, mon Je ami. peux- ouais. Toi, tu me disais que c'est ce que tu faisais. Toi, Mais tu es parti placer pour voir que c'est bon maintenant. Les lumières là. Hey! Tu vois que c'est sombre. Tu vas faire comment? Ouais. Tu vas faire la rotation. Ouais. Ok. Et puis, ah, c'est bon. Voilà. On va te demander c'est quelle caméra tu utilises. Mhm. Pour la petite anecdote même là, Mhm. moi à l'époque, j'ai eu à faire des réalisations même qui payaient tout mon matériel. Mhm. Ok. C'est-à-dire tu parles avec ton setup, Ouais. mais le prix auquel tu factures la chose là, Mhm. paye tout ton setup. Wow. Et puis le gars dit qu'il a fait une bonne affaire. Wow. Pourquoi? Parce que le rendu est dû à tes marmailles de lumière et autres. Les gens, quand ils voient un bon rendu, ils se disent que c'est quelque chose de cher qui a fait ça. Tu as fait ça, Mhm. forcément. Pourtant, ça n'a rien à voir. Voilà. C'est ta technique, en fait. Tu peux filmer avec une Harry, mais mon ami, c'est pas la peine. Il y a un gars qu'on a envoyé à la justice comme ça. Il a filmé un mariage avec quoi? Une raide. Mais il coupait. Ah. Il filme 4 secondes, Et puis, il coupe. 5 secondes. Coupe. Donc, le En mariage. fait, il avait un terrain de disque, il calculait et puis il faisait des trucs. Non. Mais quand lui, il se dit, quand il prend, c'est la qualité. Ils seront contents. On s'en fout. Dans des événements comme des mariages, des événements sociaux, Zulu, Kouri, quoi, voilà. On doit voir les étapes. Il s'en fout même de la qualité. C'est ça. Faut prendre en compte aussi de quel type d'événement tu fais. L'écosystème dans lequel tu vis, C'est ça. la mentalité de ton client, c'est la Oui. première des choses que je pense qu'il faut vraiment. Dans les clips, c'est la qualité, l'éclairage et tout. Mhm. Dans les événements sociaux, c'est vrai qu'il y a la qualité, mais ça, c'est les étapes. Par exemple, les mariés, découpe du gâteau, l'entrée. Ne la pas arriver pizza, en retard. C'est ça. Mm. C'est tout ce qui est. Surtout ne pas arriver en Mais retard. dans la passion aussi, il y a cette discipline-là qui est là. L'état, et quoi, le délai, le respect des délais, pourquoi. C'est ça aussi qui est un peu le frein à la passion. Parce que la passion, les gens lient ça à la liberté. Ouais. Être passionné, là, c'est être libre. Mais si tu es libre, toi et puis les clients, on n'allait pas vous entendre. Je vois le combat. Gros combat, même. Moi, au fait, aujourd'hui, je sens que je suis un peu stressé. Mon ami, c'est aujourd'hui que tu devais livrer. Et puis tu n'as pas encore livré. Tu es stressé, on s'en fout. Non, au fait, tu vois, j'ai mangé un truc hier. On s'en fout, mon ami. C'est peu importe. Le délai, c'est le délai. Et c'est ce que je dis souvent ici. En fait, les explications et puis les raisons de pourquoi ça n'a pas été fait, ça ne sert pas. Le client ne veut pas savoir que Et puis, ce qui quand tu étais aux toilettes ou Ce quelque qui chose. fait souvent que la plupart des créatifs livrent aussi, c'est qu'il y a beaucoup de périodes libres. Et Mhm. au lieu d'utiliser ces périodes libres là pour évacuer les Mhm. trucs des clients, là,
non, ça fait ses propres projets, tourne, ça fait autre chose. Maintenant, on se lève à la dernière minute généralement pour faire. Mhm. Et là, à la dernière minute, les imprévus viennent se mélanger. Il y a d'autres tournages qui viennent s'ajouter, d'autres trucs, d'autres combos que tu ne veux pas Tu laisser. deviens maintenant pressé. Yeah. La tête Moi, chauffe. ça va que mon ami, c'est pas bon. Faut se ressaisir. On appelle, il décroche plus, on envoie un message, il me vit, il disparaît. Tu dis que depuis là, je t'appelle tant, c'est pas simple. Et puis, il y a d'autres aussi qui aiment dire de faire. Alors, puis on va voir. Non, moi, je ne parle pas comme ça. Fais et puis on va voir comment ça. Oui, il y a de ce type de clients-là. Mhm. Propose-moi. En proposant quelque chose, et puis on va voir. Et puis maintenant, il va voir, et puis il dit que maintenant, lui, il sait ce qu'il ne veut pas. Il sait ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Donc, il faut aller encore Voilà. avec un autre S'il truc. te plaît, propose-moi un truc. Ouais. Non, moi, j'aime pas ça. Propose-moi un truc. Moi, c'est pour cela que la plupart de tous les scénarios, de tout ce que je fais là, c'est soit écrit, soit très imagé. Ça veut dire qu'on valide tout avant de démarrer, rien que ce soit. Et si jamais ça change, je te mets au courant pour que tu saches pourquoi ça change. Parce que j'ai eu justement ce genre de projet-là, là où justement tu n'as pas discuté. Tu finis, le gars met son argent et puis tu déposes, et puis il dit que bon, en fait, lui, il pensait que le clip là, allait être comme ça. Lui, il pensait qu'on allait aller ici faire ça. Bon, tu vois ce que tu veux. Tu te retrouves maintenant dans une situation là où il n'est pas satisfait parce qu'il pensait. Et c'est comme si tu n'as pas jeté les cartes clairement dans le départ. Donc, tant qu'on n'a pas clairement défini ce qu'on fait, on ne lève pas du tout le petit doigt. Et puis souvent aussi, il faut faire goûter à l'artiste l'expérience, la difficulté de la chose. Ouais. Parce que quand il est trop à l'aise, il juge que c'est simple. Ouais. Souvent, il faut le mettre au sport. Mhm. Souvent, tu peux pas forcément lui mettre des charges, des tâches. Viens le prendre. Mhm. On y va. Voilà. Tu Tu vois. tournes avec lui. Le soleil le tape. Non, ah, il doit maintenant qu'il aille. Toi aussi. Hein? D'ici là, on va finir. Je sais bien. Après ça, là, l'artiste n'a même pas pu venir chez toi. Tournage n'arrive pas à commencer. Souvent, même au tournage, l'artiste dit que c'est bon comme ça. Ouais. Non, c'est pour toi. En fait, c'est pour que ça soit bon. On a fait 3 fois le départ. Mon ami, c'est comme ça. Il est fatigué. Encore, on va le prendre. Encore, viens pas dans le sourire. On le prend pour sécuriser. Ah, c'est comme ça, il sait qu'il a fait un travail. En tout cas, Et puis tu l'expliques à la fin que ça, toi, ton travail est fini. C'est pour nous, ça commence. Voilà. Oh, ah, nous, la banane. Et puis, je t'avoue que c'est vrai, à partir de là, ils commencent vraiment à apprécier Voilà. le travail. Il y a beaucoup, par exemple, d'artistes, quand on leur fait signer, puis ils voient, tu dis le prix, ils sont là, ils veulent tirer. Mais il suffit qu'ils viennent une fois sur le plateau. C'est ça. Qu'ils voient tout ce qui a été préparé en amont, qu'ils voient comment les choses se font le jeu. À partir de ce moment, j'ai l'impression qu'ils comprennent mieux et puis ils jugent beaucoup moins. C'est ça. Parce qu'ils savent que ce qu'ils sont venus voir, la quantité de personnes qui sont impliquées, la quantité de travail qui a été mise. Et puis parfois, ils viennent, il y a des scènes là où il y a des scénarios et puis ils ne font pas partie de la scène. Genre, il n'y a pas de playback. Tu fais juste ces scènes à lui. Et puis tu dis, bon, pour toi, c'est fini, nous, on va continuer. Parfois, lui, il se rend compte que, bon, lui, il vient de finir, c'est pas facile. Vous allez encore continuer un deuxième jeu. Et se rend compte que vraiment, ce que tu demandes comme argent, parfois même, c'est peut-être même moins cher payé. Voilà, parfois, c'est un peu ça, quoi. Donc, c'est à nous de continuer à les éduquer, à leur faire comprendre justement la quantité de travail qu'il y a, tout ce que cela implique. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a même pas fait la moitié de ce qui... Maintenant, avec la première question, là, comment vivre de ça? Mais je pense que comment vivre de la passion, ça sera peut-être le prochain épisode. Histoire de ne pas rendre ça long, mais surtout de compacter le tout et faire comprendre à notre jeune créateur au jeu visuel qui commence aujourd'hui, que ce domaine-là, il est assez complexe. Et s'il y a des gens qui ont des questions particulières, je pense que c'est la bienvenue de le laisser en commentaire. Ok. Ça permettra justement de développer. Parce que, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, parfois, tu causes avec quelqu'un 5-10 minutes et puis il débloque un problème que tu avais peut-être pendant 1 an, 2 ans et puis c'était derrière. Parce que tu n'as juste pas eu la bonne écoute. Et je pense que c'est un peu le tremplin qui est là. On parle un peu de tout et de rien en même temps, mais je pense que ça profite à tout le monde. Donc les gars, prochain épisode, big up, big up, big up.